Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement à l'Association des personnes handicapées de Portneuf. On est avec la directrice générale Marie-Josée Gay. Tu m'as permis de te tutoyer pour l'entrevue, Marie-Josée. Alors, c'est pas que je suis impoli, mais je me le permets. Marie-Josée, c'est quoi l'Association des personnes handicapées de Portneuf? En fait, l'association, c'est le regroupement de tous les types de déficiences intellectuelles, mobilité réduite et tout. Et ce qu'on fait ici, c'est de la défense de droits, de la promotion, de la sensibilisation. On a des activités de loisirs, une maison de répit. Donc, vraiment, on veut desservir la population en général là, pour les gens qui vivent en situation de handicap. C'est quoi la maison de répit? Une maison de répit, c'est une maison qu'on a à la campagne et on a deux types de répit, le répit lourd, répit léger. Donc, c'est vraiment là, ils viennent une fin de semaine là, pour se détendre avec nous, pendant que les parents, eux, profitent de leur fin de semaine là, pour avoir un petit peu de répit là, du quotidien. Vous recevez tout type de personnes. Il n'y a aucune restriction, j'imagine? Présentement, on reçoit surtout des adultes, 18 ans et plus. On en a quelques-uns en bas de 18 ans. C'est sûr qu'on aimerait éventuellement là, desservir une plus grande partie parce qu'il y a quand même un taux de service là, entre les 14 ans et les 18 ans. Et en fin de semaine, il y avait un événement à la ferme de Médé. C'était quoi l'événement? Oui, c'est notre épluchette de blé d'Inde annuelle. À chaque année, on va chez Médé avec notre épluchette. C'est une de nos grosses activités avec le party de Noël et la Saint-Valentin. Et bon, là, c'est comme de l'intégration sociale aussi. Hein, là. Les gens viennent aussi acheter des hot dogs. C'est la fête, là, quoi. Chez Médé, c'est l'endroit pour. Oui, ben oui, tout à fait, avec les super blé d'Inde. Oui. Et Marie-Josée, comment toi, t'en es venue à t'impliquer dans le domaine? Ben moi, j'ai déjà été coordonnatrice de service dans un organisme en déficience intellectuelle sur la Rive-Sud de Montréal. Et j'ai aussi une petite fille qui vit avec une maladie génétique orpheline. Fait que c'est sûr que je suis déjà à la base très sensibilisée là, à la différence puis aux besoins des gens. J'aime être une voix pour ceux qui en ont pas ou qui ont plus l'énergie pour l'avoir. Donc. Et ta petite fille a quel âge? Elle a 4 ans. Et c'est quoi cette maladie exactement? Ça s'appelle la glycogénose type 1A. C'est une maladie orpheline, donc il y en a juste 6 000 au monde. C'est qu'elle, c'est métabolique, donc physiquement, ça paraît pas, elle peut vivre comme n'importe quel enfant, mais c'est une déficience métabolique. Voilà. Plusieurs parents qui nous regardent, qui nous écoutent présentement, qui doivent se dire parfois, parce qu'on est en état de détresse, souvent on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas pourquoi ça arrive, on essaie d'aider du mieux qu'on peut. Toi, tu travailles dans le domaine, tu as les outils. Tu recommandes quoi aux parents qui nous regardent présentement et qui vivent ce genre de situation? Bien, c'est sûr d'avoir un très bon réseau social, hein, d'aller chercher l'aide. Je sais que c'est pas facile. Souvent, on se renvoie la balle et tout. Mais s'ils communiquent avec nous, on les aide du mieux qu'on peut. Notre défense de droit, notre promotion, on prend vraiment le dossier en charge. On essaie de les envoyer aux meilleurs endroits possibles. Mais d'avoir un excellent réseau social, là, je pense que c'est la clé de ne pas s'isoler parce que c'est là que ça devient là, plus difficile à surmonter les obstacles. Marie-Josée, personnellement, parce que vous avez vu à l'association plein de types de personnes, des cas un peu plus légers, des cas un peu plus lourds, est-ce qu'il y a un ou des cas en particulier qui, personnellement, t'ont marqué, toi, dans ton parcours? Oui, c'est sûr, j'en ai qui m'ont marqué dans mon parcours. Je peux pas nommer de nom ni de cas. Évidemment, on garde ça secret. Mais oui, certainement, des gens qui ont passé au travers beaucoup de choses, puis que malgré ça, ont le sourire continue à foncer. C'est des personnes, on apprend beaucoup de ces personnes-là, de cette force de caractère qu'ils ont. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a certains types de personnes qui viennent plus nous marquer que d'autres, là. Marie-Josée, vous avez de gros projets sur la planche présentement à l'association. Quels sont-ils? Bien, en fait, il y en a un qu'on vient de terminer, mais qui est quand même un travail de longue haleine, là, qui est le projet sur l'accessibilité universelle.
Donc, le travail qui est à faire dans Port-Neuf, c'est de rendre les lieux accessibles. Et quand on dit de façon universelle, c'est qu'on ne pense pas seulement aux personnes vivant en situation de handicap. On a les mamans en poussette, on a des personnes qui temporairement sont en béquille, les aînés. Donc, ça regroupe vraiment, parce que souvent, les employeurs ou les commerces vont dire, bien, je ne veux pas adapter juste pour quelques personnes vivant en situation de handicap. Ils trouvent que ça coûte trop cher, que c'est trop d'investissement. Mais c'est pas le cas. Et on a fait 10 capsules là, humoristiques pour vraiment aller démontrer, là, qui sont d'ailleurs sur notre site Internet si les gens veulent aller le voir, là, mais pour aller démontrer de façon humoristique, puis sans être sur un ton moralisateur, le pourquoi que l'accessibilité universelle est importante dans Port-Neuf et partout au Canada ou au Québec, là, mais principalement à Port-Neuf. Vous avez fait vos recherches, vous avez fait des études aussi. Oui, bien c'est ça. En fait, là, on a rencontré diverses entreprises. On avait notre document où on allait voir aussi différents endroits, puis on allait leur parler. Tu sais, regardez, des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste un champ de porte, mais passer avec une chaise roulante quand le champ il est trop haut, ça apporte des difficultés, puis c'est pas des choses qui coûtent énormément cher, mais il y en a d'autres que oui, mais il y en a que c'est pas grand-chose. Donc, vraiment, c'est qu'on essayait de les sensibiliser, puis de leur expliquer le pourquoi et l'importance là, du projet. Et quel est votre deuxième projet à l'association? Oui, celui-là, il est en cours, donc c'est sur l'employabilité. Donc, on voulait vraiment sensibiliser là, les entreprises au fait qu'il n'y a pas juste les personnes immigrantes ou qui n'ont pas d'emploi en ce moment, parce qu'on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Et ça affecte tout le monde, ça? Ça affecte tout le monde, là. Même l'organisme, on le vit aussi parfois à quelques reprises. Mais on a une clientèle qui ne demande que ça, aller travailler. Ils ont la capacité de le faire, puis ça fait aussi des employés extrêmement fidèles, qui ont le cœur au travail, et on voulait les sensibiliser là, à ce moment-là pour dire, bien écoutez, ça existe, puis venez nous voir, là, il y a possibilité là, de travailler avec soit des personnes à mobilité réduite ou avec une légère déficience intellectuelle. Dans les dernières années, une étude a été faite qui nomme que 78% des employeurs qui sont présents présentement sont ouverts à l'idée d'embaucher des personnes en situation de handicap. Par contre, 53% d'entre eux manifestent un intérêt à avoir des outils ou une formation nécessaire pour passer à cette étape. Lorsque j'ai rencontré Mme Senneville, directrice générale de la Croisée, on a discuté particulièrement de la clientèle du comté, en fait de la MRC de Port-Neuf, pour se rendre compte que la connaissance de la clientèle de Port-Neuf est encore plus dans l'ignorance des organismes qui sont en place présentement versus les grandes villes telles que Québec. En janvier dernier, j'ai assisté à une formation aux employeurs donnée par le ROSEF. On nous a parlé d'une étude qui a été faite de 2016 à 2017 sous la supervision de M. Charles Bellemare. Le début de l'étude, on est arrivé à la même conclusion que la mienne, soit que les entreprises sont ouvertes à embaucher des personnes qui vivent avec des limitations. Par contre, il a poussé l'étude un petit peu plus loin pour aller chercher des données. Donc, est allé porter des CV dans différentes entreprises et à CV égaux. Le taux de rappel au niveau des curriculum vitae était beaucoup plus basse pour les personnes qui vivaient en situation de handicap physique, parce que dans le cadre de l'étude, on parlait d'handicap physique. Et parfois, les gens ont des préjugés vis-à-vis des personnes handicapées. Vous les connaissez, tu les connais bien plus que moi. Mais c'est des gens qui ont beaucoup à offrir. Vraiment beaucoup à offrir. Comme je disais, là, sont ponctuels, ils tiennent à ce que leur travail soit bien fait. Oui, ça demande peut-être un peu plus d'encadrement au début, mais après, ils s'en iront pas ailleurs, là. Eux, ça va rester ça, puis ça va être un travail de cœur, ça va être une nouvelle famille pour eux. Ils sont reconnaissants. Ils sont vraiment reconnaissants de ça, puis pour eux, l'estime de soi est multipliée, puis ils sont vraiment contents d'aller travailler le matin, là. Contrairement à bien des gens. Pas de flèche envers personne, là! Ouais, moi, j'aime bien travailler. Moi aussi, Stéphane, j'aime ça. Marie-Josée, derrière toi, il y a une mosaïque. Tu as la chance de la regarder tous les matins, tous les soirs quand tu es au bureau. Elle est magnifique, mais il y a une histoire derrière la mosaïque. Quelle est-elle? Oui, tout à fait. Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées en 2015, donc c'était le projet de faire une mosaïque pour vraiment venir représenter là, cette semaine-là. Puis c'est des membres et des membres de soutien, des membres réguliers aussi,
qui ont construit la mosaïque ensemble. Puis ça a donné un résultat extraordinaire. Puis effectivement, moi, j'ai la chance là, de le voir à tous les jours. Et pour que ce soit dans ton bureau, avez-vous fait un tirage ou tu as eu un droit de veto? Avant, il était exposé dans un corridor dans nos anciens bureaux. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai fait un droit de veto. Ben, je comprends tout à fait le choix. Marie-Josée Gay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, pour notre chronique patrimoine cette semaine, on se retrouve devant l'église de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier pour vous présenter une attraction patrimoniale extraordinaire, mais qui n'est pas beaucoup connue. On est dans le cimetière de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pourquoi? Parce que ici, c'est un petit cimetière, mais il y a des grands noms, des grandes personnes qui sont ici. Tout d'abord, j'aimerais vous mentionner, si vous faites le tour ici, vous allez voir, il y a beaucoup d'Irlandais. Il y a beaucoup de personnes souches qui sont peut-être venus de Shannon pour venir développer ici. Je ne connais pas l'histoire exacte, mais vous allez vous promener. Puis entre autres, vous allez avoir un nom qui va vous titiller un petit peu l'esprit. C'est le nom Mulroney. Vous le voyez à 2-3 reprises. Alors, c'est vraiment parent avec Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada. Donc, c'est dans sa famille et vous avez quelques-uns de ses ancêtres qui sont ici. Quand vous regardez un petit peu plus la croix qui est à ma gauche, ici à votre droite, vous voyez des illustres noms. Tout d'abord, le cimetière ici s'appelle Juchereau-du-Chêne et c'est bien sûr par rapport aux premiers qui ont eu la colonie ici, la seigneurie. Alors ça s'appelait la seigneurie Juchereau-du-Chêne en l'honneur de ces deux personnes-là. Et vous avez beaucoup de leurs descendants qui sont ici sur les plaques. Entre autres, vous avez ici le colonel Oscar Prévost, son épouse Louise-Élisabeth Juchereau-du-Chêne. Alors vous en avez plusieurs comme ça. Vous avez Arthur Juchereau-du-Chêne, 1860-1903, Édouard Juchereau-du-Chêne, 1849-1913. Et là, vous descendez un petit peu plus bas, vous avez Eugène-Étienne Taché, qui lui était marié avec Marie-Clara Juchereau-du-Chêne, 1854-1931. M. Taché, c'est 1836-1912. Qu'est-ce qu'il a de spécial, M. Taché? Bien, c'est lui, entre autres, qui a été l'auteur de la devise du Québec, je me souviens. C'est lui aussi qui est connu pour avoir dessiné les plans de l'Hôtel du Parlement de Québec, de l'ancien palais de justice, aujourd'hui l'édifice Gérard Delévesque appartenant au ministère des Finances. Et c'est lui qui avait aussi dessiné le manège militaire avant l'incendie. Alors, c'est quand même quelqu'un. Et tout de suite, un petit peu plus bas, vous avez Hector de Saint-Denis-Garneau. Je pense que je n'ai pas d'affaire à vous le présenter. Un illustre poète, je pense que c'est un des plus grands poètes du Québec. Alors, lui aussi, il est né ici. Et c'est ça, bien, son épitaphe est là sur la croix. Si vous allez ici de l'autre côté, vous en avez d'autres tout de suite en partant. Jean Hébert et son illustre sœur Anne Hébert, que vous connaissez, auteur très célèbre aussi du Québec, qui est morte en 2000 et qui, entre autres, a donné le nom au centre ici, Centre socioculturel Anne Hébert. Et bien sûr, vous avez aussi ici Paul Garneau, qui est un lieutenant-colonel qui a été au champ d'honneur à la Deuxième Guerre mondiale, qui lui est inhumé à Pointe-Claire. Et vous en avez d'autres plus bas. Donc, vous voyez, c'est quand même un cimetière qu'il faut faire le tour lentement, regarder un petit peu les épitaphes. Et c'est une tonne d'histoire qui se trouve ici, dans le cimetière de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le cimetière Juchereau-du-Chêne, il faut le mentionner, qui est à l'honneur de la célèbre famille seigneuriale, quand je vous en parlais, qui a jadis possédé tout le territoire de la ville et des municipalités avoisinantes. Donc, bonne visite. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire avant de terminer, c'est que présentement, on est en train de faire un projet important dans le secteur pour justement redonner ces lettres de noblesse, pouvoir se promener, faire des sentiers pédestres. Alors, il va y avoir un gros projet pour refaire place de l'église et le cimetière en fait avantageusement partie. Alors, bonne visite patrimoniale à tous.